Starter Production vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipement de pointe, et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Merci de nous rejoindre dans cet autre numéro de votre émission ici en Guinée. Dans cette émission, on va s'intéresser à la SEG, la Société des eaux de Guinée. Et pour ce numéro, nous recevons M. Aboubakar Kamara, le directeur de la SEG. Nous allons parler de la problématique de l'eau en Guinée. Pourquoi dit-on que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais nous ne retrouvons pas de l'eau dans les robinets? C'est la question que l'on se pose. Et restez connectés pour savoir tout sur la question de l'eau en Guinée avec M. Aboubakar Kamara, directeur de la SEG. Bienvenue à tous dans votre émission ici en Guinée avec Starter Production. Suivez votre émission ici en Guinée avec notre partenaire Mouna Group Technologies. J'ai passé la majeure partie de ma vie à l'étranger, à étudier et à monter des projets. On nous racontait que la Guinée, c'était la famine, la corruption, la guerre, bref, tout un tas de choses négatives. D'ailleurs, il suffit de taper Guinée-Conakry sur Internet pour le constater. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais la Guinée, c'est avant tout un pays magnifique que j'ai pu visiter dans sa totalité grâce à mon entreprise Starter Production. Qui sommes-nous réellement? De quoi est fait notre histoire? Il est enfin temps que nous prenions en main notre destin et que nous la racontions nous-mêmes. Je suis Bassekou Djabi et avec Bambo Girassi, on vous présente ici en Guinée. Monsieur Kamara, merci de nous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais tantôt, vous êtes le directeur de la SEG. On se pose beaucoup de questions. Le Guinéen lambda se pose beaucoup de questions. Moi, ça me fait super plaisir de vous avoir dans cette émission aussi. Parce qu'il y a un débat. Il y a un débat autour de l'eau en Guinée. Depuis l'école primaire jusqu'à la fin de nos études, on nous apprend à l'école que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous les grands fleuves prennent leur source ici en Guinée. Et pourquoi nous n'avons pas d'eau dans les robinets malgré que la Guinée soit le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Alors, merci de nous donner l'opportunité d'expliquer à vos téléspectateurs des problématiques qui sont liées à la vie commune. C'est vrai, on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que être château d'eau de l'Afrique de l'Ouest signifie avoir de l'eau au robinet? C'est ce qu'on a envie de comprendre. Nous avons à peu près 1165 cours d'eau. Mais pour que l'eau soit consommée à domicile, on a besoin de capter. Après un captage, il y a un traitement. Après un traitement, il y a une distribution. Sinon, on a de l'eau un peu partout. On n'en manque pas, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine. Sauf que, pour la consommer, ça demande un certain nombre d'investissements. Et nous sommes à peu près... on a dépassé le cap des 60 ans d'indépendance. Mais à date, il n'y a pas eu assez d'investissement dans le secteur de l'eau. Mais il y a un lien du fait que la Guinée soit le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et qu'on puisse avoir de l'eau dans le robinet. Il peut y avoir un lien. C'est une opportunité. C'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est comme quand vous prenez les pays sahéliens. Ils sont aujourd'hui, ils n'achètent pas l'énergie solaire. Ils en ont le Niger. C'est un désert à peu près. Mais c'est le Nigeria qui alimente le Niger en électricité. Alors que le Niger aurait pu utiliser les panneaux solaires qui sont gratuits en termes d'énergie pour approvisionner sa population. C'est tout comme la Guinée. La Guinée a suffisamment d'eau, mais nous ne sommes pas encore parvenus à distribuer cette eau au sein des ménages. Pourquoi? Je vous dis, les derniers investissements, gros investissements, datent de plus de 30 ans. Quand je prends le cas spécifique de Conakry, le barrage de Yesoulou, la station de Yesoulou, a été conçu pour une population. Aujourd'hui, Yesoulou approvisionne 80% de Conakry. Elle a été conçue à l'époque pour une population de 200 000 habitants. Conakry s'est limité à Matoto et au niveau de Kipé. De 200 000 à date, si on fait un recensement exhaustif de la population, on peut dépasser le cap des 3 millions d'habitants. Vous imaginez qu'une station qui a été construite pour servir 200 000 habitants continue d'approvisionner 4 millions d'habitants. Forcément, il y a une partie de la population qui sera en manque. Ça, c'est un. Et de l'autre côté,
L'État a créé des entreprises. Ces entreprises, ce sont des enfants qu'on met au monde en espérant qu'à la retraite, qu'à un certain moment donné, en étant fatigués, ces enfants viennent à la rescousse. C'est ce qui se passe un peu partout. Papa met au monde des enfants, paye les études, la scolarité, tout ce qu'il y a. L'enfant qui finit ses études a un boulot, et un salaire conséquent, et quand papa est fatigué, ce sont les enfants qui prennent soin de papa. C'est la même configuration que les sociétés publiques, les SA comme nous. Malheureusement, au lieu d'aider papa, nous sommes devenus, au fil des années, des problèmes pour papa. Notre rôle, c'était beaucoup plus de faire un retour sur investissement, comme toute autre entreprise qui existe aujourd'hui. On a Koya, on a Cristal, qui produisent, on a Topaz, qui sont là. Ils font des chiffres d'affaires. Dans les pays développés, les entreprises accompagnent l'État. Même en Côte d'Ivoire ici, la SODECI, l'équivalent de la SEG, l'État emprunte de l'argent à ces entreprises pour pouvoir faire face à des urgences nationales. Chez nous, avec un système socialiste, les gens ont pensé que l'eau était gratuite. Quand je prends le pacte des abonnés en 2022, nous avons 165 000 clients officiellement. Nous produisons 150 000 mètres cubes d'eau par jour pour un besoin de 400 000 mètres cubes. Ça veut dire qu'il y a un déficit de 250 000. On produit 150 000 pour un besoin de 400 000. Le manque à gagner, c'est pratiquement 250 000. Mais, paradoxalement, nous avons la même production que le Burkina. Le Burkina, tout le pays produit 150 000. Mais le Burkina a 300 000 clients dans le parc abonné. La SEG qui produit 150 000 a 60 000 à 150 000 clients officiels. Et dans ces 150 000, il n'y avait que 50 à 52 000 qui payaient l'eau. Alors, depuis la création de la SEG, est-ce que on peut dire que la SEG n'a pas su voir ses opportunités? Parce que vous dites que c'est une opportunité d'avoir des cours d'eau en Guinée et il faut saisir ces opportunités. La SEG n'a-t-elle pas pu saisir ces opportunités ou elle ne l'a pas en fait conséquemment de façon répétitive? Non, je reviens toujours à la politique nationale. L'État a des priorités. À un moment donné, après les indépendances, vous vous rendrez compte que le pays, les chantiers étaient vastes. Tout à l'heure, je vous expliquais la question de l'alimentation. Même quand vous prenez un peu la question de Maslow, vous vous rendez compte que c'est avant tout d'abord le bien-être. L'État s'est dit, on fait face à l'alimentation. Nous arrêtons un peu les importations. Et quand vous arrêtez les importations, ou vous diminuez les importations, il faut investir dans l'agriculture. Mais quand vous investissez dans l'agriculture, il faut transporter ce qui est produit. Parce que même si il y en a assez suffisamment, si ça n'arrive pas aux endroits où ça peut s'écouler, ça devient un manque à gagner, une perte. Et pour pouvoir distribuer, il faut forcément mettre en place des infrastructures. L'État n'a pas fait de l'eau sa priorité? Je pense qu'il y avait d'autres questions qui étaient beaucoup plus urgentes et prioritaires que l'eau, telles que l'électricité. Aujourd'hui, les gens se posent la question, pourquoi il y a eu assez de dépenses, de financement, d'investissement dans le secteur de l'électricité? Parce que les gens oublient, il y a l'eau brute qui donne l'électricité et l'électricité donne l'eau potable. C'est-à-dire, aujourd'hui, les villes dans lesquelles il y a eu un investissement conséquent en électricité, la SEG ne paye plus de carburant pour faire fonctionner ces turbines. Je prends des villes, la plupart des villes où il n'y a pas aujourd'hui l'électricité, nous tournons 8 heures sur 24. Mais l'AB qui vient de recevoir tout récemment, qui vient d'être interconnecté, l'AB a l'électricité 24 heures sur 24. Or, avant le courant à l'AB, on fonctionnait 12 heures sur 24. Mais aujourd'hui, avec la petite quantité que nous produisons à l'AB, nous tournons 24 heures sur 24. Alors, si vous voulez parler... Ça veut dire que si on posait la question pour faciliter les investissements, en tenant compte que les gens ont du mal à payer la facture, pour ne pas que ces entreprises soient suffisamment dépendantes de l'État, l'État trouve
des croix, des chemins pour amoindrir les charges récurrentes. Donc, on donne l'électricité et ensuite, l'obtention de l'eau devient très facile. La SEC investit plus qu'elle ne rentabilise, c'est ce que vous voulez dire? La SEC dépense chaque mois 20 milliards de francs guinéens. Ça, c'est pour le carburant, les intrants, les raccordements, faire face aux installations qui sont vétustes. Mais nous encaissons chaque 2 mois, je dis très bien, la facturation, elle est bimensuelle. Chaque 2 mois, on dépose des factures et les gens payent. Mais nous, chaque mois, on dépense 20 milliards et la rentrée d'argent après chaque 2 mois, c'est 5 milliards. On a un gap de pratiquement 15 milliards par mois. Et le deuxième mois, au lieu d'avoir 15 milliards, ça fait 10 milliards. Donc chaque période de facturation, on a un manque à gagner de 25 milliards. Mais qu'est-ce qui fait ça? Pourtant, tout le monde, bon, je ne dirais pas que tout le monde a de l'eau 24 heures sur 24, mais au moins, on peut dire que chaque quartier reçoit au moins de l'eau, même si c'est par heure. Mais qu'est-ce qui fait en fait ce décalage entre les recettes et l'investissement? C'est la tarification. Depuis 1994, le secteur de l'eau, le prix unitaire de l'eau n'a pas connu une nette amélioration en tenant compte de la situation actuelle. Je vous donne un exemple. À un moment donné, l'État a mis en place ce qu'on appelle les bonnes fontaines. Les bonnes fontaines, c'est pour les plus démunis. On suppose qu'eux, ils ne peuvent pas s'offrir les moyens de payer une facture par mois. Donc, c'est des gens qui tournent le jour au jour. Et ces bonnes fontaines sont un peu partout. Vous les constatez à Conakry et à l'intérieur du pays. Les ménages payent le bidon à 250 francs. Sauf que celui qui a l'eau au robinet chez lui paye 350 bidons. Quand vous calculez le mètre cube, le coût du mètre cube, vous vous rendez compte que le ménage à domicile s'offre 350 bidons de 20 litres à 700 francs. Ce n'est pas un bidon, ce n'est pas 2 bidons. 350 bidons de 20 litres à 700 francs. Mais l'eau ne devrait pas coûter cher dans un pays comme la Guinée. Non, je vous ai toujours dit qu'il n'y avait pas de... Il y a une opportunité à saisir, mais il n'y a pas une nette corrélation entre l'abondance d'un produit et sa transformation en produit final. D'accord. C'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme la bauxite. On dit, ça fait 70 ans ou 14, combien d'années nous sommes en train d'exploiter la bauxite. Mais c'est la terre rouge que nous avons. C'est transformé ailleurs. Et quand ça revient ici, la question que je pose, dans les véhicules, dans tout le matériel qu'on a aujourd'hui, il y a de l'aluminium. Mais vous pensez-vous que la terre que nous avons en abondance un peu partout a le même prix que la bauxite a le même prix que l'aluminium? Ça, c'est vrai. Mais ça m'amène à poser une autre question. À quel moment, parce que c'était le cas pour l'électricité. Aujourd'hui, on a plus ou moins de l'électricité 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'eau vienne dans le robinet 24 heures sur 24 en Guinée? Les responsabilités sont partagées. À la fois chez les juges âgés et au niveau administratif. Il y a une volonté politique derrière. Quand, il y a 10 ans en arrière, la volonté politique était beaucoup plus de donner de l'électricité au peuple. C'est pour ça qu'on a eu les barrages de Kaleta, de Swapiti et d'Amaria. Cette année, il y a une volonté politique de se dire qu'attention, il faut donner de l'eau. Parce que aujourd'hui, la question de l'eau devient cruciale. Je vous donne un simple exemple. Pour vous dire à quel point les gens ne se rendent pas compte que l'absence de l'eau est en train d'impacter même sur le vivre ensemble à Conakry. Quand on parle d'eau, personne ne fait allusion à l'immobilier. Alors que, si vous prenez aujourd'hui les appartements où il y a un forage et les appartements où il n'y a pas de forage, ce n'est pas le même prix. Là où se trouve le robinet de la SEG, le gars va vous dire 2 chambres salon, payer 2 millions. Ou 2 millions 500. Mais là où il y a un forage avec l'eau en permanence, il vous dira à l'étage au deuxième, ça coûte 4 millions. Ça veut dire qu'inconsciemment, celui qui habite un appartement où il y a un forage, il paye l'eau 1,5 million chaque mois. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait de l'eau 24 heures? J'ai parlé de volonté politique. Cette année, depuis 2 ans, il y a une volonté politique. C'est pour ça que nous avons organisé le forum de l'eau et l'assainissement. On a dit qu'il faut faire appel aux bailleurs pour leur dire, nous sommes conscients qu'il y a un problème. Si on ne fait pas face à cette situation, les dommages seront collatéraux. Et les gens ont compris que
le château, le soi-disant château d'eau de l'Afrique de l'Ouest manque d'eau. Ça veut dire quoi? Si on ne vient pas en appui, plusieurs pays aujourd'hui limitrophes pourront subir les conséquences du stress hydrique de la Guinée. C'est pour ça que les partenaires se sont mobilisés. Si la Guinée touche en matière d'eau, tout de suite le Mali va gronder. Parce que vous avez dit à l'entame que beaucoup de pays frontaliers aujourd'hui ont des fleuves qui prennent leur source en Guinée. Il suffit que nous, Guinéens, ne prenions pas conscience de la situation et des enjeux que ces pays du tout des difficultés. Donc, les partenaires se sont mobilisés. On a fait un état des lieux. Il faut combien aujourd'hui pour donner de l'eau à tout le pays? On a dit, bah, il faut donner 2 milliards 700 millions de dollars. Est-ce qu'il faut pour résoudre la question de l'eau à l'horizon 2040? Et dans ça, on a dit aux partenaires, oui. Mais c'est bien, ça, c'est nous qui avons exprimé le besoin. On a dit, voici les coûts. On a travaillé ensemble. Ce n'est pas la Guinée seule qui est restée dans son coin pour évaluer les besoins. On pouvait dire que ça coûte 4 milliards. Mais les partenaires ont contribué à l'évaluation des besoins et des schémas directeurs. 2 milliards 700. Le jour de la dernière journée, oui, fils Abidla, aidez-nous. On dit non, mais la Guinée, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous donnez combien? L'État a dit, en tenant compte de nos moyens actuels, nous prenons en charge 20% du coût global de l'investissement dans le secteur, ce qui correspond à 540 millions de dollars, qu'il va falloir, disons, matérialiser aujourd'hui. Et la Banque mondiale dit, moi je donne 200 millions, la BAD dit, je donne 110 millions, l'Union européenne dit, je donne 100 millions. Donc, à la sortie du forum, on a quand même eu des annonces à hauteur de 650 millions de dollars. Il y a eu des entreprises qui ont dit, nous sommes prêts à aller en BOT ou en contrat EPC. Ça veut dire en BOT, ça veut dire quoi? Je prends la ville de Kankan, la ville de Nzérékoré. Les entreprises aujourd'hui américaines, émiraties, sont prêtes à aller, sans demander un rond à l'État, à aller construire des infrastructures, terminer les études des schémas directeurs, elles-mêmes, faire des infrastructures d'action d'eau potable et vendre l'eau à la SEG. Parce que ne connaissant pas la culture du pays, elles ne peuvent pas s'orienter vers l'exploitation. Comme ça se fait avec EDG et les Chinois, ces entreprises vont vendre l'eau à la SEG au volume mètre cube sortant et la SEG va gérer l'exploitation. Mais il y a un petit blocus à ce niveau. Le blocus, ces entreprises-là ne vivent pas dans les réalités de 1994. Elles vivent en 2023. Donc, alors que nous avons une population qui s'accroche mordicus aux réalités de 2000. Nous ne sommes plus en 2000. Nous sommes en 2023, il y a 23 ans. Et on continue. Et aussi, vous avez combien d'enfants? Je ne sais pas, mais dans la salle ici, si on comptabilise le nombre d'enfants, ça peut avoisiner peut-être les 5 ou les 6. Et tous les jours, la démographie augmente. Et les besoins, si hier, c'était de 250 000 m3 gap à Conakry, on le dit, ça fait 2 ans ou 3 ans. À date, si on réévalue les besoins de Conakry, on va atteindre les 300 000, le gap 300 000. Mais aujourd'hui, l'État quand même devrait avoir des moyens, ou la SEC devrait peut-être se battre pour avoir les moyens de donner de l'eau, ne serait-ce qu'à Conakry. On sait que la Guinée ne se limite pas à Conakry. Mais voilà, je prends l'exemple sur des agents de la SEG que j'ai eu chez moi, qui étaient venus déposer une facture. J'ai posé la question, en fait, pourquoi on ne peut pas avoir de l'eau comme on a l'électricité aujourd'hui? Ils me disent qu'il y a un gros investissement qu'il faut faire, en fait, parce que quand on prend le côté Ratoma et tout, parce que ça, c'est sur une colline, ils me disent que normalement, en principe, il n'y a pas de problème d'eau là-bas. Mais que nous, bon, enfin, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit exactement, mais c'est à cause de notre position géographique que nous n'avons pas assez d'eau. Donc, il faut un gros investissement pour mettre de nouvelles installations pour que nous puissions avoir de l'eau comme les autres. Effectivement, les gens de Ratoma, la commune de Ratoma se pose la question, malgré qu'il n'y a pas d'eau, les autres localités, au moins, on pense à eux. C'est vrai. Voilà ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué à la base que la station de Yesoulou, qui approvisionne à date 80% de Conakry, à l'époque de la construction de cette station, la commune de Ratoma n'existait pas. Presque. Mais il faut mettre des installations. S'il vous plaît. C'était de Matoto, Kipé, et on venait en ville. Dixine, Yimbaya et consorts. Mais sauf qu'après,
eu égard les besoins et les priorités de l'État, il y a eu une démographie galopante. Les gens se sont installés à partir de Kobaya. Lambagny, Kobaya, Cimenterie, ainsi de suite. Ceux-là, le volume d'eau, les 150 000 mètres cubes d'eau qui arrivent à Conakry, il fallait donner de l'eau à ces gens-là. On a commencé à piquer. Et quand tu piques sur une pression dans une conduite de diamètre 1700, c'est la pression qui envoie l'eau à Kaloum. C'est la pression qui envoie l'eau au niveau de la commune de la Toma. Ceux qui sont vers Koza, quand vous êtes à Koza, de Koza à Yimbaya, il y a une panne que vous devez prendre. Donc il faut une forte pression qui permette à ce que les gens aient de l'eau à Ratoma. Malheureusement, quand ceux qui sont en amont piquent de l'eau, ceux qui sont un peu en aval, il n'y a plus de pression et l'eau n'arrive pas. Donc pour résoudre ce problème, il faut construire de nouvelles infrastructures pour avoir plus de pression pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, tout le monde, presque dans tous les quartiers, on retrouve des fourrages. Comment la SEG voit cela? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas. L'eau, c'est la vie. Il faut être conscient, être réaliste. On ne peut pas demander aux gens aujourd'hui de forer si on n'a pas une solution alternative. Mais voilà ce qui n'a pas été fait aussi. Et nous avons toujours plaidé que cela soit fait. Le secteur de l'eau, le financement du secteur de l'eau doit provenir de plusieurs entités. Il doit y avoir plusieurs sources de revenus. L'eau est pratiquement au centre de l'ensemble de ce que nous menons par jour. Vous ne parlerez pas des mines sans eau, pas de BTP sans eau. Rien ne se fait sans l'eau. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Ceux qui font les forages aujourd'hui, ils prélèvent au niveau de la nappe phréatique. Dans les pays civilisés, dans les pays où on applique la loi, on ne vous interdit pas de faire un forage. Mais quand vous faites un forage, vous avez une taxe de prélèvement sur chaque mètre cube d'eau que vous avez. Pourquoi? Parce que le gars qui fait son forage à côté de vous, votre bâtiment et son bâtiment sont sur une nappe. Mais lui, il est en train de prélever au niveau de la nappe phréatique. Les conséquences de ces actes, il ne sera pas le seul à les assumer. Il y aura des dommages collatéraux dont vous et vos voisins à l'entourage vont assumer à la longue, étant donné que vous n'avez pas de forage. C'est pour cela qu'on demande aux gens, on s'additionne dans les pays développés, on dit, vous avez un forage, vous allez dépenser 1 franc, 2 francs. Et ces montants prélevés sont réinvestis encore dans le secteur de l'eau pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable. Monsieur Aboubakar Kamara, directeur de la SEG, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On demande à la population de la patience. Il y a une volonté politique. Ce qui est difficile, c'est la volonté. Sans volonté, on ne peut rien faire. Il y a eu la volonté de faire des infrastructures. Aujourd'hui, certains quartiers sont désenclavés à Conakry. Ces gens qui y habitent n'avaient jamais cru qu'un seul jour, la route allait passer devant, disons, la cour. Mais à date, on voit qu'il y a eu beaucoup de désenclavements. La question de l'eau, ce n'est pas des infrastructures d'une année, non. C'est pour ça que quand les gens m'interpellent, « Ah, à Bambeto, on n'a pas d'eau. » Je dis, bon, nous sommes en 2023, rajoutez-en 2 ans ou 3 ans. Parce que vous n'aurez pas d'eau avant 2 ans. Quiconque vous dit que pour avoir de l'eau aujourd'hui à Ratoma, toute la population, ça prendra 1 année, ça prendra 2 ans, moment. Les infrastructures d'eau et de route ne prennent pas 1 année. Le minimum, c'est 36 mois. Et vu qu'il y a la volonté, quand on commence le boulot, ça va démarrer très fort, on va mettre la pression sur les entreprises et ça va avancer. Mais en attendant, on a des solutions alternatives. C'est cette question avec nos citernes qu'on a. Ceux qui n'ont pas d'eau dans les quartiers, les approvisionner. Et ceux-là même, pratiquement, ils ne payent pas. C'est gratuit. Merci beaucoup, M. Kamara. C'est moi qui vous remercie. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de votre émission ici en Guinée. Starter Production vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipement de pointe, et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Bienvenue chez Mining House, votre destination incontournable pour une gamme complète d'équipements et de produits. Que vous soyez professionnel du bâtiment, un bricoleur passionné ou simplement à la recherche des meilleurs articles pour votre maison, des équipements de protection individuelle au matériel de construction, du matériel de jardinage,
freinage aux sanitaires, des lubrifiants pour tout type de véhicule, Mining House est là pour répondre à tous vos besoins. Nous sommes fiers de vous proposer une vaste sélection d'articles de qualité supérieure, méticuleusement choisis pour satisfaire vos exigences à prix défiant toute concurrence. Nos équipes d'experts sont à votre disposition pour vous conseiller à chaque étape de votre projet, garantissant ainsi que vous preniez les décisions les plus avisées. Mining House, à votre service depuis plus de 15 ans. Encore du nouveau chez la SNG. Pour faciliter vos déplacements entre nos deux pays et rendre vos voyages rapides, agréables et moins fatigants, la Société navale guinéenne, grâce à son partenariat avec la compagnie maritime léonaise Sea Coach, met à votre disposition un navire d'une capacité de plus de 200 places. Plus confortable qu'un avion et plus rapide qu'une voiture, ce bateau climatisé à souhait assure la liaison Sierra Leone-Guinée en seulement 2h30 de traversée. Fruit du partenariat SNG Sea Coach, ce bijou est un atout qui offre aux populations un moyen de transport fiable, sécurisé et qui vous épargne les embouteillages de la route. Avec 3 voyages par semaine, profitez de nos traversées tous les mercredis, vendredis et dimanches à 16h dans une ambiance de détente totale. Une expérience agréable que vous n'oublierez pas de sitôt. Avec la SNG, voyagez du cœur d'une ville à celui d'une autre. La SNG, l'autre symbole de notre souveraineté.